a Hugo qui est avec nous aussi. Tu as 19 ans. Toi, tu as été harcelé de tes 6 ans jusqu'à tes 18 ans à l'école. Aujourd'hui, tu as fondé une association pour venir en aide aux jeunes victimes de harcèlement. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as été victime de harcèlement? Ouais, aujourd'hui j'ai des lunettes, mais avant j'en avais pas et je louchais d'un œil. Salut à tous les amis, c'est Kev Adams et cette vidéo est pour vous dire que je soutiens l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement. Est-ce qu'on peut empêcher? Alors on dit oui, c'est la famille, c'est la prévention, etc. Mais on a l'impression que voilà, tous les jours, quelque chose arrive et puis voilà, on est impuissant. Il y a un super outil. Vous savez, ce super outil, c'est quoi? C'est Rapport Baladant. 120 propositions. Parmi elles, on crée le délit de harcèlement scolaire. C'est un combat qu'on a depuis le début de l'association. Ah ouais, qui n'existe pas. Il n'y a pas de délit de harcèlement scolaire aujourd'hui. D'accord. Alors, on pourra noter ce qu'on veut. Moi, Vivre avec la peur au ventre, le regard baissé, la honte. Ça a été le lot d'Hugo pendant 12 ans. 12 ans pendant lesquels il a été seul, incapable de demander de l'aide, ou très peu. 12 ans qui l'ont finalement rendu malade. Le harcèlement scolaire était là, toujours tapis, prêt à bondir pour n'importe quel prétexte de stupidité ambiante. Mais en sortant de ces 12 ans d'enfer, Hugo a retourné cette violence qu'il avait subie, non en vengeance, non, mais en solidarité. Il a créé Hugo, une association pour lutter contre ce fléau, soutenir les familles, chercher des solutions et même faire des propositions politiques. Bienvenue dans Je te crois saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà donc Hugo, 22 ans, harcelé et président d'une association. Alors, tout commence à peu près vers l'âge de 6 ans, c'est-à-dire finalement à peu près la transition entre la grande section et le CP. À cet âge-là, donc moi aujourd'hui je porte des lunettes, mais à l'époque je n'en portais pas forcément. Et c'est vrai que du coup j'étais le biglot de service. Donc c'était une insulte par-ci, une insulte par-là. Et puis en plus de ça, très vite, après au niveau du CP, on commence à un peu détecter les différents niveaux de scolarité, niveau intellectuel. Moi je suis arrivé en grande section, je savais déjà lire. Donc j'étais le bigleux et l'intello. Et très vite, comme si ça ne suffisait pas dans le stéréotype, j'ai très vite trouvé refuge dans la nourriture. Donc en plus d'être le bigleux et l'intello, j'étais le gros de service. Et donc c'est vrai que ça s'est installé de façon très, très anodine. Donc voilà, une insulte par-ci, une insulte par-là, parfois en classe, parfois à la récréation. Et c'était un rythme voilà, qui s'est un petit peu installé, qui s'est intensifié d'année en année finalement. Mais au début, c'était très porté sur le verbal. Et puis du verbal insulte, on est passé, fin de primaire, verbal menace. Donc menace de mort, des fois je t'attends à la fin des cours, le petit mot qui est laissé sur la table en revenant de récréation, etc. Et puis en basculant au collège, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, le dernier jour de CM2, début de 6e, mais c'est beaucoup plus dans la violence physique. Donc c'est bousculade dans les escaliers, c'est parfois, même souvent, quand les cours de sport, quand on change, c'est pas droit au vestiaire, donc en plein hiver... je ne sais pas quelle température, mais en tout cas, voilà, dehors pour se changer. C'est parfois aussi c'est des coups, c'est aussi un rituel qui s'installe. Alors, moi, donc, j'ai sauté la 5e. Donc, je suis passé directement de la 6e à la 4e. Et à partir de la 4e, il y avait un rituel qui s'était installé. Moi, donc, j'habitais dans le même village que mon école-collège. Et donc, le midi, j'avais la possibilité de manger à la cantine, mais pour être tenté par rapport à tout ça, je rentrais manger chez moi. Et il y avait un rituel, c'est que quand je revenais de chez moi, à pied à l'école pour retourner en cours l'après-midi, il y avait un rituel où il fallait que je m'adosse à un mur et il y avait un groupe du coup d'élèves qui à chaque fois venaient autour de moi me bloquer contre le mur et chaque midi il y avait un élève différent qui me frappait. Ça c'était un rituel qui a duré bien toute l'année 4e. En une seconde, c'était fait. C'est ce que tu voulais dans le fond. T'avais qu'à pas faire ça. Tu me dégoûtes. Comment on aurait pu savoir que... On n'aurait rien pu faire, si? Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. À partir de la fin de 4e, j'ai été confronté au cyberharcèlement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un voyage scolaire en Espagne. Là aussi, il y a eu pas mal
choses qui se sont passées. Moi, j'ai été mis, donc on était dans des maisons d'accueil, en fait, le temps de ce voyage en scolaire en Espagne. Et moi, par exemple, j'ai été mis dans la maison d'accueil avec mes 2 harceleurs. Et un soir, par exemple, de cette semaine de voyage en Espagne, on rentre des activités de la journée, on prend le dîner, là, la maman de famille dit j'ai 3 couteaux qui ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils m'ont attendu le soir, ils sont venus me voir, me réveiller en pleine nuit, et ils étaient genre on va te planter, on va t'égorger. Et donc, à l'aller comme au retour de ce voyage scolaire en Espagne, dans le bus, j'ai dormi et j'ai ronflé. Et à mon insu, j'ai été filmé, donc à l'aller comme au retour, à ronfler. Et cette vidéo, en fait, a été diffusée sur les réseaux sociaux, une fois rentré. Mais moi, ça, je le savais pas. Moi, j'étais pas du tout sur Facebook à l'époque, pas du tout, mais je voyais des gens dans la rue qui me regardaient bizarrement, même des gens du collège d'en face, qui se mettaient à rire en me voyant. Et puis, ce qui a été vraiment le déclic de chercher à comprendre, c'est qu'en fait, donc, un jour, je me baladais avec ma mère, un jour de semaine, donc sur la place du village, pour retourner au collège. Et on a croisé un groupe de jeunes, donc du collège d'en face, qui s'est mis à rire en me voyant. Et ils ont sorti leur téléphone. Et donc, du coup, de fil en aiguille, en créant un faux compte Facebook, pour trouver un petit peu, etc., on est tombé sur cette vidéo-là qui, en fait, était où j'étais filmé en train de ronfler. Et ça a fait un buzz, on va dire, un buzz malgré moi. Et donc, bon, l'année scolaire s'est terminée. On a déménagé, pas pour les raisons du harcèlement, mais pour d'autres raisons. Et donc, j'ai changé d'établissement à une trentaine de kilomètres de là-bas. Et c'était pas assez loin. Enfin, il y a très grandes attentes. C'est-à-dire que pour moi, voilà, ça y est, j'avais passé à autre chose, et pouvoir reconstruire quelque chose de stable. Et en fait, donc c'était un gros établissement. Là, avant, j'étais dans un établissement avec 2 classes par niveau, etc. Là, il y avait 2000 élèves avec école, collège, lycée, 9 classes par niveau. Et en fait, la classe dans laquelle je suis rentré en 3e avait déjà vu la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais déjà connu auprès d'eux avant que moi-même je les connaisse. Et donc, très vite, ça s'est réinstallé. À la différence que le midi, je ne mangeais pas chez moi parce que c'était beaucoup plus loin. Mais donc, du coup, je venais avec mon petit bag de repas. Et donc, parfois, c'était quoi? C'était, on prenait une photo en train de manger, on me mettait une tête de cochon dessus, sur mon visage. C'était, par exemple, on posait les sacs, en fait, normalement, donc, au rez-de-chaussée, quand on partait manger. Et normalement, chacun retrouve son sac quand il revient de pause. Et moi, non, mon sac était jeté du 3e étage. Et ça, c'est des choses que j'ai même pas capté finalement au début. C'est qu'après, finalement, enfin, c'est comme les premières insultes. C'est-à-dire, ça s'installe et ça devient quelque chose de normal, en fait. Et donc, très vite, tout reprend. Donc, le cyberharcèlement, les bousculades. C'est beaucoup moins en frontal. C'est beaucoup plus insidieux. Mais c'est aussi, par exemple, des fois... Enfin, moi, souvent, dans les groupes quand il s'agit de faire des travaux en groupe, etc., bon, personne ne voulait, bien évidemment, au début. Et puis, quand j'arrivais à trouver un groupe, c'était très clairement... Moi, je faisais, par exemple, tout le boulot de l'exposé, etc. Mais par contre, le jour de la présentation, c'est typiquement... attendez, monsieur, en fait, Hugo, il n'a rien fait. On aimerait bien qu'il n'ait pas la même note que nous, en fait. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est même ça s'appelle les TPE, je crois, l'examen de l'oral en première. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette épreuve-là, j'ai été... lâché par ce groupe. Et en milieu de première, voilà, moi, mon poids, à ce moment-là, il est un seuil assez critique. Donc, je suis déscolarisé. Je suis hospitalisé dans un centre qui est dédié à ça. Je suis des cours très partiellement, etc. Mais je prépare quand même mes épreuves de bac de première. Il se trouve qu'à la fin de ce séjour, je suis je suis diagnostiqué atteint d'un diabète qui n'est pas du tout équilibré. Donc, moi, j'ai fait un coma diabétique. À ce moment-là, c'est ce qui a fait le déclenchement de la diagnostic. J'aurais pu perdre la vie à ce moment-là. J'étais à plus de 9 grammes en termes de glycémie, ce qui est énorme. Normalement, le taux normal, c'est entre 0,80 et 20. Donc, on est sur des taux extrêmement hauts. Et donc, là, moi, je m'étais dit, bon, je ne vais pas retourner dans l'ancien établissement scolaire. C'était pas impossible pour moi. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais intégrer un lycée à Lyon. Donc, pour l'année de terminale. Et là, je peux pas dire que j'ai été victime de harcèlement dans ce nouveau lycée, c'est juste que quand on intègre un groupe qui s'est créé depuis la seconde et qui se connaît, etc., vous avez du mal à rentrer dedans. Donc, l'idée, c'est que moi, en décembre, j'ai dit, bon, dans 6 mois, j'ai le bac, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Il faut que... Je savais que si je loupais le bac, ça aurait été tragique pour moi. Donc, je vais assurer toutes mes chances. Donc, du coup, j'ai fait mes 6 derniers mois de cours en cours à distance, à domicile. Et j'ai eu mon bac et on est passé de... savoir lire en grande section avec un niveau scolaire énorme, on va dire, enfin très clairement, et à 10,02 au bac. Voilà. La dégringolade, voilà. Ça s'installe d'une telle manière que quand on s'en rend compte, généralement, c'est déjà trop tard.
C'est-à-dire que c'est déjà un processus qui est enclenché, que c'est toute une classe presque qui est mobilisée contre, on va dire. Et donc, à ce stade-là, d'essayer d'arrêter le dispositif, la situation, c'est déjà très difficile. Mes parents, moi, j'ai mis du temps à en parler. Déjà, donc, comme je disais, le temps que moi, je comprenne. Donc, je pense que j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond à partir de CE1, CE2. Puis après, le temps que moi, je prenne le courage à deux mains d'en parler, donc ça prend du temps. Et en fait, même si eux donc, sont après, la première chose, c'est voir l'établissement scolaire. Mais en fait, ils se retrouvent confrontés à un mur, en fait, très clairement. C'est-à-dire que très vite, c'est si votre enfant ne sait pas se sociabiliser, il n'a qu'à changer d'établissement. S'il n'est pas content chez nous, qu'il parte. Faut peut-être qu'il se remette en question. C'est peut-être lui le problème. Voilà, donc c'est très vite, on est là-dedans, dans un ton très accusatoire. Et c'est vrai que du coup, là, c'est un peu, ça passe un peu pour le coup, c'est des petites bagarres, c'est des petites, voilà. Et c'est vrai que très longtemps, ils ont quand même essayé d'alerter. Et puis en fait, j'ai envie de dire, j'avais une petite sœur aussi, donc c'est très vite, quand on pense changement d'établissement, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit changer d'établissement. Donc ça c'est pas forcément, comment dire, mes parents ont vraiment fait le nécessaire, mais le fait de changer d'établissement n'aurait pas été une solution qui a été en tout cas tout de suite envisagée. Et après, rebelote, moi c'est vrai que quand j'intègre en troisième ce nouvel établissement scolaire, moi c'est vrai que je prends du temps avant d'en parler parce que, comme je le disais, j'ai de fortes attentes quand je rentre dans ce nouvel établissement. Donc le fait de réaliser qu'en fait c'était reparti comme avant, je pense que j'en ai parlé qu'après, en fait, c'est-à-dire même après l'hospitalisation, en fait, de tout ça à mes parents. Sur la fin, si, vu que les notes étaient plus du tout au rendez-vous, mes parents m'ont questionné, donc j'ai un peu parlé, ils sont allés voir l'établissement scolaire, mais il n'y a pas eu de réaction plus que ça. Donc non, le rôle des parents est toujours très difficile, parce que même de toute façon, quand on apprend que son enfant est victime de harcèlement, c'est toujours difficile, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. On ne se rend pas compte de comment ça s'installe, et en fait, comme je disais, voilà, quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard finalement, et le mal déjà est fait. C'est plus qu'une question de temps et de tenir. C'est-à-dire que c'est à un moment, on se retrouve dans un rituel où en fait c'est presque on abandonne la chose et on se dit bon voilà, je suis en troisième, il me reste mes 3 années de lycée. Moi j'avais en fait quand j'étais donc à l'école, j'attendais le collège. Je me disais c'est bon au collège. Puis au collège c'était le lycée, puis après au lycée c'était le post-bac. Que j'attendais, donc voilà, je disais il reste 3 ans, allez hop, 3 ans c'est parti, on y va en avance, et puis on va à l'école, on va au collège, on va au lycée, c'est pas grave, je sais que je vais me faire frapper, je sais que je vais me faire insulter, mais tout ça additionné, en fait, ça fait qu'à un moment on se pose la question de pourquoi je suis vivant, en fait, très clairement. Alors moi ce que j'explique c'est que, et c'est ce que je reprends dans l'association, c'est ce concept d'arriver à tenir avec une passion artistique ou sportive. Moi c'était le cinéma et le théâtre, c'est un peu comme cette petite corde qu'il reste d'une ficelle en fait qui serait tendue. C'est ce qui permet de tenir un peu en vie et de trouver une réponse à la question pourquoi je suis là, en fait. Pourquoi je suis encore là, pourquoi je suis encore vivant. Parce que si on me dit t'es gros, t'es moche, tu sers à rien, etc., en fait, à quoi je sers, en fait, très clairement. Donc, il reste cette passion qui me permet de tenir. Et puis, c'est vrai que ce qui est assez difficile, moi, en plus, dans ces moments-là, donc, moi, j'ai pas de copains, j'ai pas d'amis. Il me reste que la famille, même élargie, à ce moment-là, sur lequel je peux, jusqu'à même milieu de collège, hein, sur lequel je m'appuie. J'apprécie vraiment tous ces moments de famille, de fête, etc. Parce que c'est presque, mis à part le théâtre ou le cinéma, le seul lien social que j'ai, du coup. Et c'est vrai que à ce moment-là, il se trouve que par malheur, au niveau de la famille, ça n'a plus tenu. Après, voilà, milieu de collège, il y a eu comme dans toute famille, des situations difficiles qui ont fait que du coup, je n'avais plus cette barre sur laquelle m'appuyer. Donc, ça a été très difficile pour moi, très douloureux. Oui, c'est vraiment, moi, très clairement, je le dis, si j'ai pas eu cette passion pour le cinéma ou pour le théâtre, je serais peut-être plus en vie parce que très clairement, je n'aurais pas eu quoi que ce soit qui m'aurait permis de te dire j'ai ça encore. C'est vraiment cette dernière bouée de sauvetage. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci pour cette question qui est tellement importante. Ce que nous devons viser, c'est que tous nos élèves aillent à l'école en confiance, en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance en eux-mêmes. Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous. Et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, mais c'est aussi un enjeu de formation. Enfin, en effet, dans la réflexion que nous avons pour mettre fin aux violences dans le système scolaire, nous devons inclure le harcèlement. Nous recevons le président de l'association Hugo. Je prends donc très au sérieux ses propositions et nous devons lutter tous ensemble contre ce phénomène.
Moi, en fait, donc j'ai passé 1 an et demi à faire plusieurs choses après le bac. Pareil, tomber dans les mains de personnes pas forcément très bienveillantes aussi non plus, parce que ça se sent, hein. Quand on n'est pas encore reconstruit, on dégage un peu cette âme de personne fragile. Et donc, bon, voilà, donc pendant 1 an et demi. Puis après, je suis de nouveau hospitalisé pour le diabète. Une hospitalisation de 3 semaines, presque 1 mois. Et c'est vrai que je prends la nouvelle très difficilement. Moi, j'allais chez le médecin en pensant que ça y est, mes résultats étaient améliorés. Et il me dit que non, qu'au contraire, on va passer sous insuline, donc c'est traitement, c'est injection, etc. Et il me dit 3 semaines, 1 mois donc d'hospitalisation. Et c'est vrai que moi, je prends la nouvelle un peu avec choc. Et c'est genre, la nouvelle est annoncée le vendredi et lundi, je vais à l'hôpital. Et ça m'a fait une sorte de déclic. Je ne saurais pas l'expliquer, enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, un déclic de me dire, en fait, je suis encore en train de subir ce harcèlement. Alors, j'en suis sorti, je ne suis plus en cours, je suis plus voilà, mais je subis encore ce harcèlement indirectement. J'ai besoin de réagir et de transformer ça en autre chose, d'être acteur du changement par rapport à tout ça. Et en fait, donc, je lance un peu l'idée comme ça, c'est-à-dire que moi, je me fixe un première étape, c'est le premier lundi d'hospitalisation à 18h, je me suis adressé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer en disant, voilà, je veux proposer mes premières idées. Donc bon, il y a eu les premières personnes qui ont vu, et puis moi, chaque soir, du coup, j'ai dit, bon, je vais proposer une idée contre le harcèlement scolaire. Et de soir en soir, je voyais un nombre de personnes qui suivaient de plus en plus grand, ça. Et en fait, ça m'a conforté du coup dans l'idée qu'il fallait que je me lance là-dedans. Donc je ne savais pas trop sous quelle forme à la fin de ces 3 semaines, 1 mois d'hospitalisation. Mais je savais que je voulais faire quelque chose contre le harcèlement scolaire. Et donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai rencontré beaucoup de monde, des professionnels, du corps enseignant, des gens qui voulaient rejoindre ce projet. Et puis, très vite, le format associatif s'est imposé un peu. Voilà. Et donc, en janvier 2018, je créais l'association Hugo. Après, c'est vrai que l'association, sur les 6 premiers mois, c'est beaucoup de réseaux d'échanges, de faire connaître aussi le combat. À l'époque, on ne parle pas beaucoup encore du harcèlement scolaire. Il existe quelques initiatives, mais pas grand-chose. Et c'est vrai que très vite, ce qui s'est imposé, c'est plusieurs choses. D'abord, de capitaliser sur la force du témoignage, de parler de jeune à jeune, de parent à parent. Inciter les jeunes à pratiquer donc, une activité artistique ou sportive pour tenir, parce que c'était donc issu de cette expérience personnelle. Et puis très vite de travailler aussi sur un aspect, sur une meilleure reconnaissance du statut de victime. Donc, au début, moi je suis accompagné d'un vice-président, mais bon, voilà, l'association est toute petite. Moi il se trouve que donc du coup je réintègre un cursus de scolarité en septembre de l'année 2018 et que très vite, bon, il y a des choses qui se construisent entre l'école, l'association, la directrice me prend un peu sous son aile, j'ai quelques membres de ma promo qui rejoignent l'asso, etc. Donc les choses prennent très vite. En novembre de cette année, donc on est à l'asso à 10 mois, hein. Vu que les premiers contacts ont été faits avec les députés, etc., lors de la journée nationale du harcèlement scolaire, le mardi qui précède, lors des séances au gouvernement, la députée interpelle le ministre Blanquer. Voilà, il y a une association qui s'est créée par Hugo Martinez. Et là, elle explique mon parcours devant le ministre, devant tous les députés, devant toute la presse. Et donc, le soir même, je suis appelé par le cabinet de Blanquer. On est reçu le lendemain avec donc, ma nouvelle vice-présidente entre-temps, du coup, Élodie Roux de Bézieux, qui nous a rejoints. Et c'est vrai que tout va très vite. Les médias appellent, c'est à l'époque, moi j'avais juste mon téléphone, donc mon téléphone surchauffe, etc. Bref, folie non prévue. Et donc voilà, donc monté sur Paris de dernière minute, conférence de presse le lendemain matin devant l'Assemblée nationale avec les députés, machin, etc. Un truc assez inédit, des duplex, machin, etc. Et puis le soir, du coup, on organisait un événement à Lyon, une espèce d'événement sur une place publique pour informer, donc avec une petite fanfare, animation, plein d'élus qui sont venus. Donc ça a vraiment démarré. Voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un vrai écho. Et puis, s'en est suivi ce que maintenant est l'association, c'est-à-dire une association qui agit sur tout le territoire français, qui a réussi en 2019 à inscrire la définition du harcèlement scolaire dans la loi française, dans le code d'éducation. Une association qui forme des professionnels de la santé, de l'éducation. On a une plateforme de formation en ligne, on forme aussi en présentiel, qui sensibilise les parents, les enfants, qui accompagne aussi les victimes et qui est fier aujourd'hui d'avoir accompagné plus de 100 000 enfants ou familles depuis sa création. Bien sûr, c'est une grande fierté. Il y a le fait de prendre du recul, de dire wow, c'est inédit ce que je vis. Et puis après, aujourd'hui, il y a aussi quand même, après 3 ans d'engagement, bientôt 4 là, en janvier 2022, il y a aussi de dire que c'est aussi quand même beaucoup de sacrifices, aussi, un engagement comme celui-ci. Donc c'est un peu le deal de dire voilà, bon, ça m'a reconstruit, c'est une expérience assez inédite, mais il y a quand même le prix à payer. C'est un engagement qui est bénévole, qui est à temps plein presque, enfin temps plein. Non, parce qu'il y a les études et l'alternance, mais en tout cas, voilà, qui est du 24-24, 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête pas. Et c'est vrai que c'est une aventure qui est assez particulière parce que, bien évidemment, qu'un jour ou l'autre, il faudra que je lâche aussi l'association, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est... c'est une aventure, je pense, qui
Il faut la vivre pour la comprendre, parce que c'est en même temps aussi une fierté d'être un peu, parfois, quand on échange avec les enfants, les familles, d'être un peu le grand frère, un peu de tous ces gens-là qui ont besoin d'être entendus, écoutés et conseillés. C'est aussi parfois une fierté aussi de dire qu'on a fait bouger les lignes de la loi française. C'est une revanche personnelle peut-être. Dans la reconstruction après le harcèlement, il y a toujours je suis passé par là, un moment envie de se venger, et quand on passe ce cap-là, après on peut en trouver une manière d'inverser la chose et d'en sortir plus fort. Vous écoutiez Je te crois, saison 2, le harcèlement scolaire. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins, Solal et Hugo, pour leur courage et leur combat.